Les comportements de consommation alimentaire. Une série podcast du LIT Ouest-RL. Transformation sociétale et grandes tendances alimentaires. Aujourd'hui, on mange comme on vit, et nos manières de vivre conditionnent nos manières de manger. Parce que les conduites alimentaires ne sont pas indépendantes des autres dimensions de nos vies, les changements dans nos façons de manger expriment aussi des changements dans les manières de faire société. D'abord, question individuelle, l'alimentation est source de distinction et de revendication. Nous exprimons nos opinions, notre position sociale et nos valeurs à travers nos pratiques alimentaires. Mais c'est également une question collective que nous partageons avec notre famille, nos amis ou nos collègues. Notre définition du goût, de ce qui peut être mangé ou non, à quel moment et de quelle manière, tout cela repose sur un ensemble de normes et de valeurs que nous partageons collectivement et que nous avons intériorisées. Et si ces normes évoluent, c'est bien que la société aussi. L'alimentation offre donc une grille d'analyse du changement social. Et comprendre ce changement revêt une importance primordiale pour appréhender les nouvelles pratiques et les tendances alimentaires. C'est ce qu'ont fait Bruno Hérault, Julia Gassi et Arnaud Lamy en février 2019. Dans le document de travail numéro 13 du Centre d'études prospectives du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ils nous invitent à décaler notre regard vers 6 grandes mutations de la société française. Ils décryptent l'évolution de nos modes de vie afin de mieux comprendre les transformations de nos conduites alimentaires et ainsi aider les acteurs concernés à adapter leur stratégie en conséquence. Épisode 1. L'individu au cœur des nouvelles dynamiques sociétales. Dans ce premier épisode, nous nous demanderons en quoi la montée en puissance de l'individu est un des moteurs de l'évolution de la société française et comment elle conditionne nos manières de manger. Quel est le lien entre l'individualisation de la société et l'essor de la société de consommation? Et pourquoi individualisation de la société rime avec individualisation de l'alimentation et donc avec personnalisation? La lutte des places a remplacé la lutte des classes, écrivait Gaulle-Jacques en 1994. En sociologie, Tocqueville, Weber, Boudon et de nombreux autres ont montré que les sociétés contemporaines accordaient de plus en plus de place aux individus et à leurs intentions. Avec la liberté et l'égalité, l'individualité est une des principales valeurs des sociétés contemporaines. On parle alors d'une tendance à l'individualisation des sociétés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, l'individu est de moins en moins le produit direct de son origine et de son milieu. Il s'autonomise vis-à-vis des structures sociales et tente de plus en plus de se faire lui-même, de s'accomplir seul au travers de ses expériences. C'est-à-dire que l'important, c'est de s'inventer soi-même et de pouvoir exprimer librement ses manières d'agir et de penser. L'accomplissement de soi et la reconnaissance sont alors largement valorisés. Par exemple, dans l'habitat, on peut facilement voir l'individualisation des modes et des styles de vie. Depuis les années 60, la taille des ménages se réduit significativement, passant de 3 personnes par ménage à 2 personnes en 2013. Parallèlement, les logements occupés par 1 ou 2 personnes sont en constante augmentation, alors que ceux occupés par plus de 3 personnes se font de plus en plus rares. En 2013, c'est plus d'1 tiers des logements qui sont occupés par une personne seule.
L'idéal de la grande maison familiale à la campagne s'éloigne pour être remplacé par la maison pavillonnaire. Bien sûr, l'individualisation de l'habitat est corrélée au développement de nouvelles structures familiales. L'essor de la monoparentalité, la réduction du nombre de familles nombreuses, le report dans le temps de la mise en concubinage, la normalisation du divorce, mais aussi le vieillissement de la population expliquent en partie l'individualisation de l'habitat. Tout ça traduit un éloignement de la norme de la famille nucléaire, c'est-à-dire un couple marié avec des enfants, au profit de nouvelles formes, favorisant davantage l'expression des individus. Et ce qui se passe pour l'habitat et les structures familiales se retrouve aussi dans les attitudes, les motivations et les opinions. Cela passe par exemple par une plus grande valorisation des libertés et des choix individuels, un plus grand respect de la personne, associé à une critique de l'autorité et des institutions, des coutumes et des traditions. Chacun fait bien ce qu'il veut à partir du moment où il est heureux. Ainsi, vous l'aurez compris, les tendances à l'individualisation se manifestent à travers l'expression de valeurs, de représentations et d'images, de manières de penser et de juger. Cela se traduit par l'affirmation croissante de la valeur liberté, accompagnée de valeurs d'autonomie, de singularité, de respect, de responsabilité, de particularité, etc. Les croyances deviennent elles-mêmes personnalisées, chacun se bricolant un système de référence personnel. En bref, chaque individu devient un monde en soi. Cette affirmation de l'individu est constatée partout en Europe. Par contre, elle progresse différemment selon les pays. La progression est plus lente dans les pays de culture catholique comme l'Espagne, alors que c'est l'inverse dans les pays à majorité protestante ou multiconfessionnelle. En plus de l'histoire religieuse des pays, l'étude des variables socio-démographiques et politiques nous invite à relativiser la place accordée aux individus. Tout le monde n'en est pas au même niveau dans le processus d'individualisation. L'individualisation est plus marquée dans les générations de moins de 50 ans, chez les personnes ayant fait des études supérieures et ayant un niveau de revenu élevé. L'orientation politique dite de gauche, l'engagement associatif et la promotion des valeurs familiales modernes, moins traditionnelles, sont aussi des facteurs favorisant l'expression d'attitudes pro-individu. Et côté consommation alors, qu'est-ce que ça donne ? Le fort développement du marketing ciblé et des publicités depuis les années 60 permet de donner à chaque consommateur, et donc à chaque individu, la possibilité de transcender ses appartenances sociales et familiales. Les soldes vous ressemblent. Nous créons votre mode, la mode qui vous suit. Consommer, ce n'est plus seulement satisfaire ses besoins, c'est aussi, et surtout, un moyen de différenciation, de distinction et donc d'autonomisation. Parallèlement au diplôme, au salaire et au quartier d'habitation, la capacité à consommer et à remplir son caddie devient un puissant marqueur d'identité sociale. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Ainsi, les produits et services se doivent d'être personnalisés pour répondre aux attentes et aux goûts de chacun. Et cette tendance du « je consomme, donc je suis » est amplifiée par l'essor des communications numériques et des réseaux sociaux. Les youtubeurs sont utilisés pour maximiser les ventes car ils laissent penser à leurs followers qu'ils sont des clients uniques. Les outils numériques permettent aux individus de se mettre en valeur et de partager leurs expériences alimentaires et culinaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, guys, je vais tester des recettes TikTok. J'avais déjà essayé 2-3 recettes TikTok dans une vidéo passée. J'ai fait brûler 2-3 trucs, c'était assez catastrophique. Mais quelles sont les conséquences en matière d'alimentation ? Eh bien, d'abord, comme nous venons de le dire, l'alimentation est un facteur de différenciation individuelle. Le mangeur contemporain ne consomme pas seulement ce qu'il pense bon au goût et pour sa santé. Il achète aussi ce qui lui permettra de se faire valoir en tant qu'individu et de se distinguer en tant que personne autonome, libre de ses choix.
vivre de nouvelles expériences culinaires permet d'affirmer sa modernité et de cultiver sa différence. Pour cela, l'extrême diversité du marché des biens alimentaires lui offre de nombreuses occasions d'exprimer sa personnalité. Et il y a aussi la mondialisation, qui en multipliant les gammes de produits, les origines et les circuits de distribution, augmente encore plus les possibilités de se distinguer. L'exotisme et l'hybridation des choix culinaires deviennent des marqueurs clairs de nos identités. Ensuite, l'alimentation devient toujours plus personnalisée. Parfois loin des habitudes issues de son milieu social, le mangeur contemporain recherche une alimentation adaptée et individualisée. Adaptée à ses besoins, sa physiologie, mais aussi à ses aspirations, ses valeurs ou ses relations sociales. Adaptée aussi à ses activités, son mode de vie et son emploi du temps. Cela le conduit parfois à s'imposer certaines contraintes. En témoigne la multiplication des régimes sans et l'essor des régimes en isme, du végétarisme au flexitarisme, en passant par le crudivorisme. Ces nouvelles contraintes alimentaires se font parfois au détriment de la convivialité à table et du partage du repas. On va manger un morceau. Tu viens avec nous? Non. Le mangeur privilégie alors de nouvelles formes de prises alimentaires. Il mange seul devant son ordinateur ou grignote en se déplaçant. Pour répondre aux attentes des consommateurs en termes de personnalisation, de nouvelles offres voient le jour. En développant les portions individuelles par exemple, en réduisant les grammages ou encore en multipliant les possibilités de personnaliser les produits. La segmentation de la restauration hors domicile se diversifie également. Burgers, salades, sandwichs, pokéballs, sushis ou encore tapas. Les découvertes de la science sont également mises au service d'une alimentation sur mesure. Enfin, l'individualisation de l'alimentation s'accompagne d'une responsabilisation du consommateur. Le mangeur moderne gagne certes en liberté, mais il perd en certitude. Une pression morale et sociale s'exerce sur lui, ce qui le pousse à se questionner sur les conséquences de ses conduites alimentaires, sur lui, sur sa santé, mais aussi sur son entourage et sur toute la société. On attend du consommateur qu'il se transforme en consomme-acteur, éclairé, informé et responsable. Mais nous verrons cela plus en détail dans un prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter les prochains. Dans le prochain épisode, nous nous demanderons en quoi les phénomènes de segmentation et de communautarisation de la société française impactent et influent sur notre alimentation.